Allô? Salut François! Non, mais tu sais, on est au pavillon, Mélodie, en ce moment, là, de l'École d'adaptation de l'Université de Montréal. Oui, parce qu'on a rencontré deux invités de marque, Simon Deslauriers et François Desmeules. Exactement. Puis on a parlé de quoi, Mélodie, aujourd'hui? On a parlé de beaucoup de choses, fait que je vous invite à prendre un café tout de suite. Ou un petit thé si vous prenez plus de caféine. Parce qu'on a parlé d'élargissement de profession, on a parlé de la pratique avancée, on a adressé la santé durable, le rôle des TEFIS dans tout ça. La place de la physio ailleurs, à l'extérieur de la physio, puis comment est-ce que la physio peut prendre sa place dans la société, dans les organisations, pour le bien de la population, puis le bien de la profession aussi. Oui. Et nous, physiothérapeutes, il y a des physiothérapeutes qui se recherchent, qui ne savent pas trop, qui veulent s'en aller. Bien, je pense que là, on a eu deux bons exemples de possibilités pour le futur, qu'on soit TEFIS ou physiothérapeute. Bonne écoute. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et médical-tronique. Bonne écoute! Simon, François, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'avancement de la physiothérapie et de l'élargissement de notre champ de pratique. Donc, c'est pourquoi on vous a choisi avec nous aujourd'hui. François? Bien, salut. Je suis content d'être là. J'imagine que on est bien content que vous ayez décidé de discuter de ça avec nous aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait être une bonne façon de briser la glace, là, de vous laisser vous présenter chacun, puis parler un petit peu de votre parcours qui nous amène à surtout là, où est-ce qu'on en est dans le champ de pratique de la physio, la pratique avancée. C'est quoi votre implication dans tout ça? Simon? Oui. Donc, moi, c'est Simon Deslauriers. Je suis physiothérapeute depuis près de 10 ans. J'ai travaillé en clinique privée et en GMF au départ, comme clinicien. Et puis là, la vie m'a amené en recherche, alors que je pensais jamais faire de la recherche quand j'ai gradué. Moi, je voulais faire la clinique, puis j'ai aimé ça. Mais bon, le concours de circonstances m'a amené à faire un projet de recherche sur l'accès au service de physiothérapie, avec François d'ailleurs, dans l'équipe de recherche. Puis le projet était mené par Khadija Perrault. Et puis, la recherche, finalement, ça m'a accroché. J'ai aimé ça. Donc, j'ai continué au doctorat. Et puis, toujours en pratiquant à temps partiel la clinique. Et après ça, l'avenir m'a amené au ministère de la Santé. Donc, encore une fois, je pensais jamais que je travaillerais pour un ministère, mais encore une fois, j'ai adoré ça, l'expérience. Toujours en pratiquant jusqu'au 13 mars 2020 en clinique. Et après ça, j'ai travaillé encore un peu au ministère de la Santé. Et maintenant, je suis gestionnaire du centre de recherche Vitam en santé durable à Québec. C'est quoi Vitam? Parle-nous un petit peu de ce que c'est. Oui, c'est un centre de recherche qui a 2-3 ans, qui existe depuis 2-3 ans. Ça se spécialise en santé durable. Donc, un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement, des milieux de vie sains sur une planète en santé. Donc, une vision très élargie de la santé. Et puis, c'est un centre de recherche affilié au CIUS de la Capitale-Nationale et de l'Université Laval. 80 quelques chercheurs, beaucoup d'étudiants, vraiment un milieu stimulant et en croissance. Mais une des raisons pour qu'on vous a invité aujourd'hui, c'est aussi parce que, dans le fond, vous êtes super impliqués dans l'avancement de notre profession, mais aussi, je pense que vous êtes des exemples de personnes qui ont fait de la recherche, puis que la recherche les a emmenés à, je dirais, aider la physiothérapie, la promouvoir, la faire avancer sur d'autres sentiers. Fait qu'on va réaborder la santé durable plus tard, ça c'est certain. Mais François, j'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Bon, donc moi, je m'appelle François Desmeules, je suis professeur à l'École de réadaptation où on se trouve aujourd'hui. Moi, j'ai un parcours où je suis clinicien. J'ai été clinicien pendant quelques années, puis ça fait 20 ans que j'ai gradué de l'Université Laval. Et j'ai continué à travailler comme clinicien pendant plusieurs années. J'ai fait ma maîtrise, mon doctorat en santé publique, épidémiologie à l'Université Laval, puis par la suite, postdoc, entre autres, sur les pratiques avancées, et prof ici à l'Université de Montréal là, depuis 2010. Et donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je travaille beaucoup, entre autres, sur l'évaluation des différents modèles de soins qui impliquent des physiothérapeutes. Et ces modèles de soins-là, ça touche pas juste la pratique avancée. Là, donc, je m'intéresse beaucoup à voir toutes les retombées potentielles que notre profession peut avoir dans différents contextes là, de pratique. Là. Puis, merci de l'invitation. Puis, c'est vrai que c'est super le fun qu'on t'ait invité aussi. Parce que, il y a vraiment quelque chose par rapport à Simon qui représente une nouvelle génération de physiothérapeutes
qui sont importants puis qui retournent dans différents secteurs de la société qu'on ne voyait pas historiquement tant que ça. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on aborde aujourd'hui. Fait que là, on parle, si ma mémoire est bonne, d'élargissement du champ de pratique dans ton cas à toi. Puis là, une question que tout le monde se pose, mais la dit jamais à voix haute, c'est quoi la différence entre la pratique avancée et l'élargissement du champ de pratique? Puis qu'est-ce qui fait vraiment partie de la pratique avancée et qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Tiens donc. Fait que ça, la grande question à 100 pièces pour commencer, c'est quoi la pratique avancée? Alors, il y en a une définition de la pratique avancée. Vous irez voir sur le site de la World Physiotherapy. On en a écrit une définition, puis j'ai fait partie du comité qui l'a créée. Le problème avec la pratique avancée, c'est que c'est quelque chose qui bouge. Dépendant des pays dans lesquels on se trouve, la pratique avancée puis l'élargissement de notre rôle puis de nos responsabilités en tant que physiothérapeute, bien, elle va varier d'un pays à l'autre. Il y a des choses assez simples qu'on peut définir tout de suite en parlant de la pratique avancée. Donc, quand tu prends un physiothérapeute, puis on va donner des exemples concrets, quand tu prends un physiothérapeute, puis tu le places dans un modèle de soins où il va se retrouver à remplacer un médecin spécialiste, par exemple. Ça, c'est probablement le plus simple à comprendre. Tu trouves un physiothérapeute qui voit les nouveaux cas en orthopédie, que normalement, ça serait un orthopédiste qui aurait vu, les nouveaux cas en neurochirurgie, les nouveaux cas en physiatrie. Puis c'est le physiothérapeute qui prend en charge ces patients-là initialement dans un contexte de diagnostic, de consultation puis d'orientation de traitement. Il ne va pas offrir des soins nécessairement standards de physiothérapie. Il peut le faire dans certains cas, mais son rôle principal, c'est un rôle de consultant puis d'orientation des soins de ce patient-là. Par exemple, donc, dans une clinique d'orthopédie, on l'a à Jean Talon, par exemple, les physiothérapeutes vont voir des cas, puis ils vont décider ce cas-là, il est-tu chirurgical, non chirurgical. On a la même chose en neurochirurgie à McGill. Il y a des physiothérapeutes qui sont formés, qui sont en pratique avancée, qui voient les patients qui sont sur la liste d'attente des neurochirurgiens pour des lombalgies puis des cervicalgies, puis le physiothérapeute, il pose un diagnostic, puis il pose un diagnostic dans le champ de la physiothérapie dans le contexte québécois, mais ailleurs dans le monde, les physiothérapeutes en pratique avancée, ils posent un diagnostic médical dans bien des cas. Puis ils posent ce diagnostic-là, puis ils décident, OK, ce cas-là, y a-tu vraiment besoin d'être vu par le neurochirurgien ou finalement, il y a juste besoin d'une approche conservatrice, non chirurgicale, que ce soit du médical ou que ce soit de la réadaptation, de la physio, des exercices, de la thérapie manuelle, etc., etc. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est très, très clair, puis il n'y a pas beaucoup d'enjeux là-dessus. Puis, l'autre point, c'est lorsqu'on parle de d'autres modèles de soins, plus en première ligne de soins, ou dans les urgences, par exemple, ce qui nous intéresse au Québec. Moi, ce que je dis toujours à mes étudiants quand je parle de la pratique avancée, je leur dis, oui, il y a une zone grise où ce que le physiothérapeute, de par sa formation traditionnelle, de par ce qu'il offre comme service, ça peut ressembler des fois à ce qu'un physiothérapeute en pratique avancée va faire dans les urgences ou dans le GMF. Mais moi, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Puis, à partir du moment où tu as un physiothérapeute qui se retrouve dans un modèle de soins qui n'est pas traditionnel par rapport à la physiothérapie usuelle qu'on a, comme dans les urgences ou dans des GMF, par exemple. Puis là, on se retrouve dans un modèle de soins où, premièrement, le physiothérapeute, il a un rôle de consultant beaucoup plus important que ce qu'on retrouverait traditionnellement, par exemple, en clinique privée. Et donc, ça, c'est un point important. L'autre point, c'est que le physiothérapeute il est positionné dans ce modèle de soins-là parce que traditionnellement, ce n'était pas un physiothérapeute qui se retrouvait là. C'est un médecin qui se retrouvait là. Donc, il se retrouve à se substituer à un médecin. Donc, il prend le rôle d'un médecin pour la prise en charge. Et donc, ça, c'est un point important. Donc, il se retrouve à se substituer au médecin. Il y a un rôle collaboratif avec le médecin plus important que ce qu'on voit dans la physiothérapie traditionnelle. Et finalement, bien, le patient, lui, qui est-ce qu'il venait voir, ultimement? Okay? Le patient qui se présente en GMF, là, parce qu'il y a une lombalgie, le patient qui se présente avec une entorse à l'urgence, là, il ne s'en va pas voir un physiothérapeute, il s'en va voir un médecin. Alors, c'est important de faire la différence. Pour moi, ça, c'est de la pratique avancée. Puis, bien d'autres experts, si on regarde à l'international où c'est beaucoup plus implanté, ces modèles de soins-là, on les appelle des modèles de pratique avancée.
Puis les modèles de pratique avancée, ils n'ont pas besoin nécessairement qu'il y ait des actes médicaux délégués pour considérer que c'est des modèles de pratique avancée. Si vous regardez la définition qu'on a écrit avec le World Physiotherapy, on dit que oui, des actes médicaux délégués font partie des pratiques avancées, puis quand tu as ça, bien, c'est assez clair que c'est un modèle de pratique avancée, mais il y a plein de modèles qu'on n'a pas d'actes médicaux délégués, puis c'est le cas au Québec à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas d'actes médicaux de façon systématique qui sont délégués aux physiothérapeutes, mais on parle quand même de modèles de pratique avancée. Puis, tu sais, c'est important de faire la différence, là, puis il y a eu un petit peu de confusion, puis c'est malheureux, tu sais, il faut faire la différence. Il y a une définition pour l'accès direct en physiothérapie. Okay? C'est très, très clair, c'est quoi l'accès direct? C'est la possibilité d'un patient de se référer lui-même à un physiothérapeute. Alors, quand un patient se présente à l'urgence, il ne va pas là pour voir un physiothérapeute, il va là pour être pris en charge, entre autres par un médecin de façon systématique. Donc, à mon sens, on a vu beaucoup de la littérature, puis on a vu beaucoup de trucs dans les médias qui parlaient d'utilisation des physiothérapeutes en accès direct à l'urgence. Moi, je pense que c'est un terme qu'on devrait carrément proscrire. Je veux dire, ce terme-là, il n'est pas bon. Il sous-estime le rôle puis la responsabilité du physiothérapeute dans ces conditions-là parce que les clientèles sont souvent plus complexes, ont plus de comorbidités. Et donc, c'est important d'utiliser le bon terme puis de parler de pratique avancée parce qu'éventuellement, on va avoir d'autres discussions à avoir. Là, une fois, là, on a de la littérature à l'international, puis on en a de plus en plus au Québec, qui nous démontre tous les bénéfices que l'utilisation des physiothérapeutes dans ces rôles-là peuvent apporter. Mais si on donne plus de responsabilités aux physiothérapeutes, là, bien, il va falloir qu'on reconnaisse ces responsabilités-là, puis il va falloir aussi que les salaires puis que les conditions évoluent. Si, comme à l'heure actuelle, malheureusement, on voit au Québec, on parle des physiothérapeutes dans les urgences, puis qu'on ne dit pas à quelque part que, ouais, on est capable de mettre des physiothérapeutes en pratique avancée à l'urgence. On pourra parler, qu'est-ce qu'ils ont besoin les physiothérapeutes en pratique avancée pour être à l'urgence, on pourra en parler par la suite. Mais si on met ces physiothérapeutes-là, si on met des physiothérapeutes dans les GMF, puis on fait juste dire que c'est la physiothérapie traditionnelle, c'est pas de la physiothérapie traditionnelle. Il n'y a pas personne qui peut me dire que c'est exactement ce qu'on faisait historiquement. Puis, il y a une responsabilité supplémentaire, il y a une responsabilité professionnelle supplémentaire pour les physiothérapeutes. Puis, à ce moment-là, je veux dire, il faut faire reconnaître ça aussi. Il faut faire reconnaître pour l'avancement de la profession, pour les conditions salariales puis les conditions de travail de nos physiothérapeutes. Mais il faut aussi le faire reconnaître dans le contexte où on n'ira pas mettre n'importe quel physiothérapeute dans ces rôles-là aussi. Il y a une question d'efficience puis une question de sécurité aussi. Puis de compétences. De compétences. Mais moi, je retiens certaines choses de ce que tu dis, François. Il y a une reconnaissance du diagnostic en physio pour qu'un physio puisse être en première ligne, veut pas, là, dans un contexte d'urgence, par exemple. Il faut que le modèle de pratique puis les intervenants qui en font partie reconnaissent bien la capacité diagnostique du physio dans son champ de pratique. Tu disais, les gens, quand ils vont à l'urgence, ils vont voir un médecin. Moi, je pense pas que les gens, quand ils vont à l'urgence, ils vont voir quelqu'un en particulier. Je pense qu'ils cherchent à répondre à une problématique. Fait que en tout cas, dans ce que moi j'en perçois, puis évidemment, j'aimerais ça peut-être t'entendre là-dessus, les gens, s'ils vont à l'urgence puis on les aide à régler leurs problèmes, je suis pas certain que ça les dérange qu'ils voient un médecin ou un physio. Mais ça les dérange pas de voir un physio. On a des données au Québec qui sont très, très claires. Le niveau de satisfaction d'une prise en charge autonome par un physiothérapeute à l'urgence, elle est très, très bonne. Puis ailleurs, on voit ça. Mais il faut réaliser que, je veux dire, le patient, là, il avait le choix. Là. Il aurait pu décider d'aller en clinique privée. Puis il s'est dit, OK, moi, mon problème, c'est un problème physiothérapique. Mais c'est pas ça qu'il se dit. Il se présente dans une urgence dans certains cas. Dans certains cas, il n'y en a pas de clinique ou il n'y a pas les ressources pour le faire, puis il va à l'urgence. Mais je pense qu'il faut faire attention. Il faut être clair sur cet aspect-là par rapport à l'utilisation des physiothérapeutes. Ça ne veut pas dire que, je veux dire que par rapport au diagnostic, le Québec est particulier, parce que le diagnostic médical, c'est un acte réservé au Québec. Dans plein de juridictions, dans d'autres provinces au Canada, le diagnostic médical, ce n'est pas un acte réservé. Okay? Un physiothérapeute, ailleurs, dans l'Ouest canadien, il peut parler d'une arthrose du genou, puis il ne sera pas poursuivi. Il a le droit de le faire. Okay? Puis,
le diagnostic, ça complexifie un petit peu le développement des pratiques avancées, puis du rôle du physiothérapeute lorsqu'il se substitue à un médecin, parce qu'on ne peut pas utiliser la même nomenclature médicale. Puis, historiquement, le Collège des médecins a toujours utilisé ça comme c'était la clé de voûte de leur stratégie pour ne pas décloisonner, pour ne pas offrir plus d'autonomie aux professionnels de la santé. Il y a un ancien directeur adjoint du Collège des médecins qui a dit en entrevue, il dit le diagnostic médical va rester aux médecins. C'est quelque chose de clé. On en est où en 2022? Là, ça évolue-tu? Parce qu'on parle de décloisonnement, on en Oui. a discuté plus tôt. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je ne sais pas, veux-tu y aller? Ben oui, bien c'est sûr que là, on fait attention au terme décloisonnement, semble-t-il, parce que c'est plus négatif, mais il y a certainement un partage des actes qui se fait de plus en plus. Ben, c'est sûr que comme administrateur à l'ordre professionnel, je ne peux pas vraiment parler des développements à l'interne, mais ce qu'on observe, c'est que dans la profession de santé, il y avait un article récemment, Maureen Gaudreault, le président du Collège des médecins, semble avoir une ouverture au diagnostic médical, au partage du diagnostic médical. Ça, cette ouverture-là, ça ne s'est pas vraiment fait dans le passé. On l'avait Ça pas pourrait du tout être dans le un passé. game changer, quand même. Ça pourrait être un game changer. Dans les actes réservés, moi, à mon avis, qui pourraient avoir le plus d'impact sur l'accès dans la population, je pense que c'est pas la radiographie, c'est intéressant, c'est pas les infiltrations, c'est pas la prescription de médicaments. C'est le diagnostic pour moi. C'est ça qui va faire que peut-être des structures comme la CNSST, la SAAC, les compagnies d'assurance vont après ça arrêter de reconnaître qu'il faut absolument un rendez-vous médical, puis une prescription, puis un diagnostic. Donc, ce changement-là au niveau du système professionnel va avoir un impact sur l'accès, peut-être via ces instances-là. C'est mon avis. Ben, tu parles de compagnies d'assurance publiques, mais dans le fond, c'est le cas aussi avec les compagnies d'assurance privées. Ce contexte-là de prescrire un retour au travail, prescrire un arrêt de travail, évidemment, c'est reconnu, en tout cas au Québec, je n'ai jamais pratiqué à l'extérieur, mais par ceux qui font des diagnostics, puis là, bien évidemment, en l'occurrence, les médecins. Donc, évidemment, ça amène un point intéressant là, sur la relation avec les tiers payeurs ou dans ce que les physios seraient capables, jusqu'où ils sont capables d'aller là, en termes de diriger leurs patients. Par rapport au diagnostic, là, on a le droit dans le libellé diagnostic d'utiliser des termes médicaux à partir du moment où tu y vas avec un diagnostic en lien avec l'impact fonctionnel sur le patient. Là. Donc, les travaux de Luc Hébert là-dessus, puis ce qui a été fait à l'OPPQ nous disent qu'on a le droit de faire ça à ce moment-là. Puis là, c'est un peu une zone grise, mais ça, c'est l'aspect légal, législatif des choses, mais dans la vie de tous les jours, là, pas juste les physiothérapeutes, là, tous les professionnels de la santé, je veux dire, on pose informellement un diagnostic médical. Mm-hmm. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui disaient, lorsque le nouveau libellé de diagnostic est sorti, que c'était parfait, puis que c'est clairement une avancée. Puis je suis d'accord là-dessus que c'est une avancée. Mais c'est important, il va falloir qu'on fasse des démarches pour aller chercher la possibilité de poser officiellement un diagnostic médical. C'est important de parler le même discours que les médecins. Même si on sait que, par exemple, dans les cas musculosquelettiques, le diagnostic médical n'est peut-être pas souvent très, très informatif. Là. Ouais, mais on va dire ça comme ça. La fameuse entorse lombaire. Oui, la fameuse entorse lombaire ou des affaires un peu plus farfelues comme la ligamentite ou je sais pas quoi. Là. Ben même jusqu'à ça a un impact même jusque dans la recherche. Là. Quand on parle de lombalgie non spécifique ou d'entorse lombaire, comment est-ce qu'on classifie les patients potentiels dans un groupe pour faire de la recherche sur ces gens-là, sur pathologie, utiliser les mêmes termes, utiliser les bons termes, être plus spécifique encore. Je pense que la physio a beaucoup apporté à la médecine de ce côté-là. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a un aspect aussi de changement culturel dans la population. On n'a pas le choix de parler le langage des médecins parce que c'est ce que bon nombre de patients s'attendent. Même si, comme tu dis, la satisfaction est élevée, au départ, ils vont toujours peut-être se dire, une bonne partie de la population, mais qu'est-ce que le médecin en pense, lui, ou la radiographie, parce qu'il y a encore beaucoup de pensées magiques autour de l'imagerie. Donc, ce changement de culture-là, ça ne peut pas se faire tout de suite. Là. Ça prend du temps, ça prend plusieurs années, puis un processus pour que les gens soient plus éveillés au rôle de la physio et les autres mécanismes d'accès à la première ligne. Puis ça, bien, il y a une ouverture quand même qu'on ne voyait pas avant, à justement avoir différentes portes d'entrée en urgence, en GMF, mais même on parle de physio en pharmacie.
Donc, tu sais, on dirait que là, toutes les options sont bonnes pour innover en matière d'accès aux services. Puis la physiothérapie à large, avec les TFIS aussi, qui, heureusement, j'espère, vont pouvoir jouer un rôle plus accru. Bien là, ils sont au centre de ces innovations-là. C'est le fun. On n'est pas à côté de la traque. Là. Avec les travaux, par exemple, ce que François fait, on est vraiment au cœur de ces innovations-là. C'est encourageant à ce point de vue-là, j'ai l'impression. Oui, tu sais, il va falloir clairement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis, il y a un peu de confusion sur le décloisonnement, puis l'augmentation de l'autonomie des physiothérapeutes par rapport à ce qu'ils peuvent faire, qui peut le faire, dans quel contexte, puis, etc., etc. Puis, tu sais, pour moi, c'est des growing pains, tout ça. Là. Je veux dire, on ne s'entend pas sur certains termes ou les gens ne comprennent pas. Puis, il y a clairement une partie de la profession qui n'est pas tout à fait à l'aise avec le fait qu'on va avoir des physiothérapeutes qui ont plus d'autonomie puis qui se retrouvent incorporés dans des modèles de soins dans lesquels on n'était pas là traditionnellement. C'est pas vrai que tout le monde est à l'aise avec ça. Mais pour moi, c'est une période transitoire, puis on va finir par y arriver. Comment ça se fait sentir, ce malaise-là, François? Comment est-ce que tu le perçois? Bien, il y a des gens qui se laissent un peu laisser pour compte dans le contexte où, tu sais, je veux dire, oui, on crée des postes, puis on parle de pratiques avancées pour ces postes-là. Puis là, il y a des gens qui sont comme là, bien là, est-ce que moi, je peux intervenir dans ces postes-là? De toute façon, est-ce que ces postes-là sont vraiment mieux que les postes que la physiothérapie traditionnelle? T'sais, on a besoin de tout dans le système de santé. T'sais. C'est sûr qu'on a encore besoin de physio traditionnelle, mais puis souvent, ce qu'on entend parler aussi, les équipes sont à bout de souffle, là, puis avec raison. Là, dans le réseau public, le réseau ne va pas bien. Là, puis les départements de physiothérapie, puis les gens, là, ils travaillent fort, là, puis ils ne sont pas capables de répondre aux besoins. Puis ça, c'est un facteur qui influence aussi le développement de ces nouveaux rôles-là de pratique avancée, parce que, OK, on crée ce poste-là, mais est-ce qu'on va être capable de... On n'est pas capable d'emblée de couvrir les soins usuels. Fait que je pense qu'il y a une période là, qui est un peu plus crunchy parce qu'on manque de gens dans le réseau. Puis, mais ces nouveaux postes-là, ils peuvent répondre, ils peuvent aider en amont de façon importante aussi. C'est ça qu'il faut voir. Là. À partir du moment où il y a des données super claires qui démontrent que la prise en charge initiale pour les problèmes musculo-squelettiques, quand un physio est impliqué là-dedans, que ce soit de la pratique avancée ou pas, bien, je veux dire, on a des parcours de soins qui sont plus courts, on a des outcomes qui sont meilleurs pour les patients, fait que les gens consomment moins de ressources, fait qu'ils reconsultent moins. Le projet pilote des urgences à Québec l'a montré de façon éloquente, même si c'était une petite taille d'échantillon, l'intégration d'un physiothérapeute en pratique avancée aux urgences au CHUL de Québec, bien, écoutez, on est passé dans le modèle usuel où le patient était juste vu par le médecin. On avait un taux de représentation à 1 mois à l'urgence de 22 pour le même problème de santé. Puis dans le groupe qui était vu par le physiothérapeute, on est passé en bas de 5 Puis on peut penser à ce genre de statistiques-là qui sont plus propres au département, à la gestion publique, mais si on prend des statistiques aussi qui touchent le patient lui-même, risque de chronicité, consommation de médication, surmédicalisation inutile, santé mentale associée à tout ça, là, on est dans une période charnière où le système de santé est malade, qu'on a amené les solutions, mais les solutions sont arrivées peut-être trop tard. Fait que là, les équipes sont plus fatiguées, il y a moins de reconnaissance ou d'envie. Ça prend des crises pour forcer le changement. Bien, c'est ça, mais quand on a fait l'initiative du podcast initialement parce que les gens avaient une insatisfaction puis étaient plus pessimistes, je veux dire, certaines personnes étaient plus pessimistes par rapport à l'avenir de la physiothérapie en général, puis étaient justement épuisés, là, c'est dans la période COVID, qui ne voyaient pas le second souffle. Fait que, je vois que vous le sentez, le second souffle. J'ai l'impression. C'est un bon point. En fond, tu as fait allusion à la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ce genre de poste en pratique avancée-là va permettre de retenir des gens qui allaient en médecine ou dans d'autres professions, parce que c'est des gens qui avaient envie de quelque chose de différent? Bien, c'est peut-être cette option-là qui va retenir une partie
de l'attrition qu'on a en physiothérapie qui est élevée, on le sait. Fait que ça peut même avoir des effets sur les patients. Quelque chose qui revient souvent, c'est les responsabilités qu'on est capable de prendre, mais qu'on ne peut pas toujours prendre dans ce contexte-là. Donc, évidemment, c'est clair que c'est un bon point, ça. Ça améliore les conditions de pratique, là, lorsqu'à partir du moment où tu as des modèles de pratique avancés ou des modèles plus autonomes, là, parce que le physiothérapeute a un rôle d'intervenant pivot dans la prise en charge de ces patients-là. Fait que ça, c'est super attractif, là. Les discussions avec plusieurs intervenants, plusieurs CESIUS qui sont en train de développer des modèles de soins en pratique avancée. Puis là, ils me disent, ouais, mais on manque de physio dans le réseau. Là. Comment on va arriver? Bien, je dis ayez confiance. Vous allez, si vous ouvrez ces postes-là, il y a des gens qui vont vouloir revenir vers le public pour ça. Puis, tu sais, le point, là, on entend souvent parler des problèmes de main-d'œuvre, puis c'est vrai là, qu'il en manque, là. Mais pour avoir un impact dans le système de santé, on n'a pas tant besoin. On n'a pas besoin de milliers de physiothérapeutes qui retournent au réseau public dans des contextes plus autonomes puis de pratiques avancées pour avoir un impact, là. Je donne toujours cet exemple-là. Fait que, en Irlande, 22 physiothérapeutes ont été développés. L'Irlande, c'est à peu près 6 millions d'habitants. Là. Ça ressemble un peu au Québec. Il y a une population rurale. Il y a 2 centres importants, Dublin, Galway, etc. Fait que, dans ce modèle-là, eux autres, ils ont mis 22 physiothérapeutes dans des cliniques de rhumatologie puis d'orthopédie, OK? Pour diminuer les temps d'attente, pour voir un rhumatologue puis voir un orthopédiste. Ces 22 physiothérapeutes-là qui étaient pas tous à temps plein, là, ont fait fondre les listes d'attente pour voir les médecins spécialistes. Okay? Donc, c'est 22 physiothérapeutes qui, à l'intérieur de quelques années, ont vu des dizaines de milliers de plus de cas qui attendaient sur les listes d'attente. Puis tout ça avec d'autres outcomes intéressants sur la satisfaction des patients, les niveaux de douleur, etc., etc. Fait que même chose. Au Québec, là, il y a à peu près une centaine d'urgences. Okay? Le dernier de mémoire, je pense que c'est 94 urgences. Là, okay? Ça marche. Toujours ouverte. Hein? Toujours ouverte. Fait que, tu sais, on parle beaucoup des urgences, là, puis c'est bien correct, là, mais est-ce que 94 physios dans des urgences du Québec pour changer la donne dans les urgences, parce que, dépendant des urgences, on a à peu près 25 à 40 des cas qui sont musculosquelettiques. C'est majeur. Fait que, c'est pas... faut arrêter de penser que le développement de ces nouveaux modèles de soins-là vont vraiment être problématiques, vont causer des pertes de services ailleurs, parce que ces physiothérapeutes-là, on n'en a pas besoin tant. C'est un nombre relativement... Leur impact social est majeur. Donc, c'est ça. Il y a un reach, en quelque sorte, une étendue auprès de la population qui est plus élevée, peut-être qu'un physiothérapeute qui, dans sa clinique, c'est aussi très important, mais ça ne veut pas dire qu'on déshabille Paul pour habiller Jean. C'est différent, l'impact est différent. J'avais ce genre de discussion-là avec... parce que je pense qu'on est peut-être un petit peu tous là-dedans. Là. Je pense à la physio pendant que je prends ma douche. Là. Fait que je parle de physio beaucoup, tu sais. Puis... Tu sais, il y a deux, on voit un peu deux façons de penser par rapport à ce genre de contexte-là de consultation. Les gens, c'est quoi leur réflexe? La population en général. Je me fais une entorse de cheville, c'est très enflé, j'ai beaucoup de douleur. C'est quoi mon réflexe? Bien, mon réflexe, souvent, ça va être d'aller à l'urgence parce que je considère que c'est une urgence, puis ça va me permettre de voir, même si j'attends pendant 15 heures, avec une action, de voir probablement une personne qui va pouvoir m'aider. Ou d'essayer d'éduquer la population puis de la convaincre d'aller ailleurs qu'à l'urgence. Ce qui est certainement beaucoup plus complexe puis qui va demander beaucoup plus d'argent puis qui peut se faire sur le long terme, définitivement. Mais si on veut essayer de régler certains problèmes à court terme, d'utiliser la voie que les gens utilisent déjà puis d'y ajouter des services qui peuvent répondre à leurs besoins, dans ma tête, à moi, fait beaucoup plus de sens. Je sais pas si Simon... Luc Hébert, souvent, il se faisait dire « Ouais, mais les physios devraient être ailleurs qu'à l'urgence. On veut justement pas que les gens aient à l'urgence. » Mais il dit « C'est là qu'ils s'en vont, ces gens-là. » Aussi bien les sensibiliser aux autres options qui sont non médicales à l'endroit où est-ce qu'ils consultent. Puis ça va faire partie du processus qui va changer la culture dans la population, qui va changer les réflexes. Il faut les qui voir, actuellement les gens, sont pour leur orientés dire, vers la médecine, beaucoup, de moins en moins. On parle de leadership aussi, je pense, dans cette situation-là. On parle de juste 22 physios, de facteurs de changement, de personnes de changement. Un enjeu qu'on a en physiothérapie, c'est qu'il y a d'excellents leaders qui ont lâché la profession. C'est pas un secret, dans le fond. Je comprends que l'avancement de
la profession, la pratique avancée, puis tout ça, ça l'aide à ne pas perdre ces leaders-là. Mais tu sais, je sais que, mettons, pour le podcast, il y a plein de gens qui ont envie d'être ces personnes-là. Puis des fois, peut-être, tu ne retrouves pas dans le modèle de pratique avancée, mais a envie de ne pas quitter la physio. Personne ne veut faire le deuil de la physiothérapie un jour dans sa vie. On a tous à le faire à un certain moment. On veut aller vers d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là qui ont peut-être passé, je vais dire, un 10 à 15 ans. 10 à 15 ans, c'est même utopique. Mettons un 5 à 10 ans en clinique privée. La moyenne est plus basse que ça, malheureusement. On va y aller sur un 5 à 10 ans en clinique privée, a le goût de faire autre chose. S'enligne peut-être pas pour la pratique avancée, fait que je vais adresser ma question plus vers Simon. C'est quoi les possibilités qui s'ouvrent à toi pour être un facteur de changement dans le domaine de la santé ou dans le monde en général pour la population québécoise? Ce que je pourrais leur dire, tu veux dire, à ces personnes-là qui ont 5-10 ans d'expérience, c'est de se garder les portes ouvertes. Comme je disais en introduction, moi, j'ai jamais pensé que je ferais de la recherche quand j'ai gradué. Mais pourtant, j'ai adoré ça. J'ai jamais pensé que je serais fonctionnaire. Mais c'était super stimulant malgré les préjugés qu'on peut avoir. Donc, il y a de la place un peu partout dans le système de santé pour des physiothérapeutes, pour des technologues en physiothérapie aussi. Donc, intéressez-vous à des enjeux, puis suivez cette voie-là. Moi, ce qui m'a amené en recherche, c'était les problèmes d'accès aux services dans le public. Je travaillais dans un GMFU, donc je voyais une clientèle qui n'avait pas d'assurance. Mais je savais très bien que le GMFU d'à côté, qu'il n'y a pas de physio, bien, les patients ils attendaient des mois ou des années à l'hôpital, ce qui ne fait pas de sens. Donc, cette problématique-là qui m'a amené avec l'équipe de Khadija de faire de la recherche, puis après ça, j'ai aimé ça. Donc, de se trouver une passion ou un intérêt, puis de l'explorer. Ça serait mon conseil. Puis là, vas-y. Tu sais, historiquement, on formait nos physiothérapeutes. Il faut se souvenir, là, c'était à la base, là, il y a 30-40 ans, c'était un truc hyper technique, la physiothérapie. C'était du massage, c'était de l'application chaud puis froid, puis ces choses. Mais là, en 2022, là, nos programmes au Québec, ils ne forment pas juste des cliniciens. Là, je veux dire, puis peut-être, on pourra discuter si on doit encore améliorer ça, probablement. Oui. Mais tu sais, on les forme à la recherche, on les forme à la gestion. Il y a de plus en plus de trucs en leadership qui sont donnés dans les programmes. Fait que, tu sais, je pense que on est en train de voir les petits de ces changements-là dans la formation. Les gens qui choisissent la physiothérapie sont peut-être un petit peu différents. On a beaucoup d'attrition encore, là, mais ça, c'est sûr que c'est un problème. Puis, mais l'autre point important, comme tu parlais un peu, c'est que dans le réseau aussi, il y a un changement de mentalité sur qui devraient être les gestionnaires, qui sont les gens qui devraient s'impliquer. Historiquement, on est encore dans un modèle super médico-centriste, que ce soit pour les soins cliniques, puis que ce soit pour la gestion. Mais ça a changé. C'est en train de changer encore. Fait que, on retrouve des gens de différentes formations qui ont des postes de gestionnaire, puis ce ne sont plus juste des médecins. Et ces gens-là sont compétents, puis ils sont écoutés par le milieu. Fait que, c'est une question d'influence aussi. Oui, ça change. Là, je veux dire, quand je parle à des médecins de problèmes musculo-squelettiques, là, je veux dire, moi, je me sens pas inférieur à eux autres, là, loin de là. Puis eux autres non plus me voient pas comme un non-médecin qui sait pas de quoi il parle. Là, donc là, il y a comment toi tu te sens, puis comment la moyenne des physios pourrait se sentir. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut, c'est peut-être pas nécessairement notre sujet du jour, mais comment est-ce qu'on peut améliorer cette confiance-là que les physios ont envers leur capacité, leur connaissance? Ouais, moi, j'ai mes idées, mais c'est plus sécure dans son dialogue aussi. Là. Je pense qu'il y a des physios qui s'assument là, quand ils parlent avec un médecin, mais il y en a d'autres qui vont vouloir... avec un médecin ou avec un patient, dans leurs échanges, à savoir dans quelle direction est-ce qu'on s'en va, c'est quoi mon impact, est-ce que j'ai un impact réel, est-ce que j'ai une valeur dans cette relation-là avec mon patient, si oui, quelle est-elle? Comment est-ce qu'on peut continuer à améliorer cette... parce que là, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais j'en côtoie. Moi, ça fait 15 ans que je pratique aussi. Là, des physios qui quittent, entre autres, parfois, parce qu'ils ne se sentent pas assez compétents dans le milieu où ils arrivent puis qui ont des problématiques à aider à gérer chez les gens. Bien, la formation, là, on a un peu abordé, là, donc peut-être plus de formation pour donner des exemples de pratiques alternatives. Je sais que ça se fait à l'Université Laval, puis je suis sûr que ça se fait à l'Université de Montréal ailleurs. Ça, c'est quand même des belles expositions qui ont contribué justement à l'essor des alternatives, des physiothérapeutes qu'on voit un peu partout. Puis l'autre élément, je pense, c'est des modèles de rôle. Donc, des gens qui s'affichent puis qui parlent de ce qu'ils font maintenant avec leur lien et puis leur attachement à la profession.
puis des gens comme... La fierté du leadership. C'est ça. Vous êtes 2 entrepreneurs, vous affichez aussi, donc ça donne des modèles à des gens qui se demandent, j'aimerais peut-être faire quelque chose comme Sideline, ou j'aime la clinique, mais je recherche un petit peu faire de la quelque chose de physio, différent. mais autrement, tu sais, aussi, c'est ça. Tu sais, des fois, là, les gens pensent que... Tu sais, j'entends des fois des gens dire « Ah, ben moi, je suis pas un leader. » Mais tu sais, la personnalité, c'est une partie infime de ta capacité à devenir leader. Ça s'apprend, le leadership. Là. Ça s'apprend, ça. Mais il y a aussi... la gestion organisationnelle, puis tout ça. Exact. Il y a aussi plusieurs types de leadership. Puis ça, c'est drôle parce que quand on imagine un leader, on imagine toujours le même leader qui existait, qui était plus populaire il y a plusieurs années, là. Mais on parle beaucoup plus de leader collaboratif maintenant. C'est plus besoin d'être un leadership central, là, que tout dépend de lui, là. C'est plus un leadership si fonctionnel que ça non plus, là, des fois. Puis même, moi, je représente la communauté féminine, puis des leaderships féminins, il y a plein de leaders féminins qui ont fait évoluer ce modèle de leadership-là aussi, là. Puis, tu sais, je pense que nos programmes changent par rapport à ça, puis on est en train de mieux former nos étudiants à ça. T'sais. L'autre point, je pense que c'est l'organisation du travail. Puis le réseau public a un gros travail à faire pour s'adapter à ça. Là. Je pense que le privé, il y a beaucoup plus de flexibilité. Mais tu sais, je sais pas, moi, quand j'ai commencé ma carrière, là, faire 40 heures semaine des patients back-to-back aux demi-heures, j'ai comme... Je me voyais pas faire ça. Déjà d'emblée, je me voyais pas faire ça. Fait qu'il faut offrir une pratique diversifiée, une profession qui est diversifiée, qui va comprendre évidemment des activités cliniques, parce que c'est là-dessus qu'on est formé, mais de la gestion, de l'enseignement, du rayonnement, peu importe comment vous voulez regarder ça. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est un des problèmes qu'on a dans le réseau de la santé, c'est qu'on n'offre pas des conditions de travail, entre autres, par rapport à ça, qui sont intéressantes dans le réseau public. Parce que, il faut offrir un peu plus de souplesse, moi, dans mon équipe, j'ai certains physiothérapeutes qui travaillent à Maisonneuve-Rosemont puis qui viennent travailler en recherche avec moi. Puis, essayer de faire fonctionner les deux, là, ça nous demande du travail. Là. Des fois, il faut que je m'ostine avec les ressources humaines, puis avec les gestionnaires. Puis là, je suis comme, mais excusez-moi, là, mais Maisonneuve-Rosemont a une mission universitaire d'enseignement et de recherche. Puis là, ça s'applique au day-to-day, puis ça veut exactement dire ça. C'est d'avoir un clinicien qui participe à des activités d'enseignement, qui participe à des activités de recherche, qui va faire que, premièrement, le milieu va... Il y a des retombées super intéressantes pour le milieu, puis pas juste pour cette personne-là. Mais je pense vraiment que ce point-là, c'est un point important dans le réseau public. Il faut repenser la façon dont on fait les choses. Là, on est en crise, là, il manque du monde, puis il y a des gens, il y a des patients qui sont alités, puis qu'il faut qu'on bouge, puis qu'il faut qu'on sorte. C'est compliqué. Peut-être rebondir. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis je voudrais peut-être me faire l'avocat du diable pour le système public, parce qu'on souvent on dit que c'est pas aussi flexible que le système privé. Mais il y a des raisons pour ça aussi. Là. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover davantage dans le système public. Ça, je pense qu'il faudrait le faire. Mais il y a une imputabilité auprès de la population que les organismes privés n'ont pas. Donc, c'est beaucoup de la fameuse reddition de comptes, des mots que personne n'aime entendre, mais ça a un impact. Puis, ils ne peuvent pas prendre autant de risques que des organisations privées. Oui, c'est vrai. Donc, parce que si ça foire, ben c'est pas... l'organisation privée, à la limite, elle peut se remettre sur pied, elle peut faire faillite. L'État ne peut pas faire ça. Fait que s'il y a un modèle pilote qui a engendré des centaines de milliers de dollars, voire des millions, puis que ça ne marche pas, ben là, tu peux être sûr que les politiciens vont en parler puis qu'ils vont se faire critiquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut comme un petit peu déconstruire. Pourtant, il y a beaucoup de risques qui... Moi, je pense à l'axe P9. C'est quoi, qu'est-ce qui est en train de se construire? Oui, exactement, là, qu'on est en train d'arrêter parce que ça fait quoi, 7 ans, 9 ans là, que c'est en construction? Puis on est à 10 fois les coûts originaux. Puis c'est une gestion publique. T'sais. Il n'y a pas d'avancement sans risque dans tous les cas. Puis je pense que c'est une question de perspective. Là. C'est sûr et certain que si, par exemple, le système public avait pas en tête de se dire on va améliorer les soins de santé des gens en faisant autre chose que ce qu'on fait déjà, parce que là, quand ça fait 50 ans qu'on se dit qu'un réseau fonctionne pas bien, il faut qu'on fasse quelque chose de différent, là, parce qu'à un moment donné, on peut pas toujours répéter la même chose. On avait discuté, puis il y a des enjeux, parce que toi, tu as travaillé vraiment au gouvernement, tu as eu un rôle auprès des ministres. C'est quoi qui fait que
dans le fond, le pouvoir politique, parce que c'est ça, là, au final, là, c'est un pouvoir de changement, un pouvoir de négociation. Qu'est-ce qui fait que la physiothérapie ne réussit pas à avancer aussi vite? Ou qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas aussi vite? Est-ce que c'est le changement de gouvernement? On devrait peut-être favoriser un gouvernement sur 8 ans versus... Ben, ouais, ça j'oserais serait pas quoi aller jusqu'à... un bon cheval de bataille? Juste un, peut-être deux. Ben, avoir plus de physiothérapeutes et même de tes fils dans ces organisations-là, c'est sûr. Juste, moi, j'étais un des seuls, là, tu sais, puis il y en avait peut-être un ou deux, puis quand on découvrait qu'il y avait un autre physio au ministère, on s'appelait, tu sais, mais c'est une organisation énorme, là, fait que... puis une fois que tu es dans l'organisation, ben là, tout le monde s'intéresse un petit peu plus à ce que tu fais. Puis même, ils vont te demander des conseils pour leur propre douleur, tu sais, mais ils vont aussi, après ça, dans un dossier sur le DSQ ou sur la JMF, ben te poser des questions. Donc, même si tu n'es pas sur les dossiers comme tel, tu deviens un peu la référence, pas tout le temps, là, mais ça, c'est un des moyens. Mais là, je ne voudrais pas aller sur les systèmes politiques, c'est trop large, là, trop controversé. Mais tu sais, je voulais pas lancer la pierre juste aux gestionnaires, je vais la lancer à d'autres mondes maintenant. Tu sais, le réseau, il y a des belles initiatives. Puis, par exemple, à Maisonneuve-Rosemont, historiquement parlant, là, il y avait juste des postes à 5 jours qui s'ouvraient. 5 jours temps complet. Puis, si tu voulais pas ça, bien, tu pouvais pas appliquer dessus, tu sais. Alors, tu sais, que les gens veulent faire d'autres choses, c'est difficile à ce moment-là, tu veux. Puis ça, un des problèmes, c'était pas juste les gestionnaires, c'était les syndicats. Fait que, je veux dire, les syndicats, à l'heure actuelle, sont pas toujours super proactifs par rapport au développement de ces nouveaux modèles-là où on veut offrir une pratique qui n'est pas traditionnelle aux physiothérapeutes. Puis, j'ai vu quelques exemples là, où tu fais comme... Là, tout ce que vous faites, c'est une application bête de votre convention collective. Il faudrait peut-être que vous pensiez un petit peu plus puis que vous soyez un acteur participant et constructif pour améliorer les soins. Donc, des physiothérapeutes dans les syndicats pour faire... Ça existe. Ben, c'est une question d'influence, encore une fois. Il y en a, ça, mais des fois, je veux dire, je suis sûr qu'il y en a qui sont super bons, là, mais des fois, tu fais comme aïe aïe. Fait que même dans le milieu public, on parle de penser out of the box, finalement, là, qui est comme une nécessité qui s'en vient. Moi, ce que j'entends aussi... C'est maintenant, là. Oui. Non, mais ça bouge. Tu as l'impression que ça bouge pas, là, mais ça bouge. Ça bouge en ce moment. Ça bouge à vitesse grand V sur les développements des modèles. Puis à l'interne, il y a quand même un intérêt là, du ministère de ce qu'on voit. Puis je pense que tu te fais interpeller. Là. Moi, je suis sur plusieurs dossiers au ministère, puis il y a des enveloppes. Oui, là, le monde va dire encore des projets pilotes, mais il y en a plusieurs des projets pilotes, puis il y a de l'argent significatif qui est associé à ces projets-là. Fait que, tu sais, c'est correct aussi, là, d'aller chercher des données, puis de pouvoir bien développer les choses. Mais il y en a beaucoup de projets à l'heure actuelle. Ce qu'on entend, c'est qu'en cours, c'est une période charnière de mouvement, il y a des choses qui se passent, puis il faut faire preuve de leadership. Puis je pense que, encore là, on va parler de syndrome de l'imposteur parce que nous, on le vit peut-être plus parce qu'on est peut-être... On le sent, là, de plein de physios qui sont venus vers nous puis qui ont ce syndrome-là. C'est qu'au final, je pense que la problématique, c'est qu'on a besoin de ces leaders-là en physio. Puis c'est alléchant, puis ils ne sentent pas qu'ils sont aptes pour plein de raisons, peut-être la formation continue, peu importe. Mais c'est dommage parce qu'il y a d'autres secteurs, je pense au domaine des affaires, au domaine de la technologie, qui regardent le professionnel de la physiothérapie, il est là. Il comprend la recherche, il comprend le data, c'est un bon leader, il est collaboratif, il est capable de communiquer. Moi, je vais l'embaucher puis je vais lui offrir un bon salaire, tu sais. Ouais. C'est aussi pas contre ça qu'on se bat à un certain moment, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais puis, on se compare souvent aux infirmières là, qui sont partout, puis qui sont ça. Mais les infirmières, regardez le nombre d'infirmières au Québec. Beaucoup, c'est combien au Québec? 30 000. Ah, c'est plus que ça, je pense. On est 5 000 physiothérapeutes. Là, fait qu'il faut réaliser... Il ne faut pas être trop dur avec nous autres par rapport à ça, là, dans le sens où, je veux dire, il y en a 5 000 physios, là, je veux dire, des professions là, qui ont des volumes beaucoup plus importants que nous autres, il y en a beaucoup, fait que par rapport à ça. Mais il existe des mécanismes, pourtant, le ministère engage beaucoup des prêts de services, donc c'est des gens qui sont dans le réseau, sont prêtés pour 3 ans. Ça permet d'avoir l'input de gens cliniques ou des gestionnaires sur le terrain. Donc, c'est des choses qui nous permettraient d'être un peu plus présents. Mais il y a un autre facteur majeur, c'est la surcharge de travail aussi de leur côté. Donc, les pressions politiques qui font que constamment, ils aimeraient se projeter dans 5-10 ans, là, les directions, les différentes directions du ministère. Puis, je parle du ministère, mais en réalité, les CIS, les CIUS, les CHU ont aussi une certaine autonomie.
puis peut-être même de plus en plus, on le souhaite. Donc, eux aussi ont un travail de voir comment ils peuvent donner la place à chacune des professions. C'est pas juste un ministère. Mais malheureusement, ils ont de la misère à se projeter parce qu'ils sont constamment dans des enjeux du day-to-day politique. Pas toutes les directions, mais il y a beaucoup cet élément-là. Donc, est-ce que le fait de créer une agence indépendante, ça va aider cet élément-là? Ça fait partie de ce qui se discute actuellement. Peux-tu mieux définir, tu as dit prêt de service, j'ai bien compris? Oui, c'est des gens qui travaillent ils ont un poste dans le CCIUS, ils n'ont pas besoin de quitter leur poste pour travailler pendant quelques années au ministère de la Santé. OK. Ça amène une expertise sur le terrain pour prendre des meilleures décisions. Puis tu perds pas tous les avantages que tu as, là. OK. Je ne connaissais pas ça. C'est une manière, si des gens sont intéressés, d'aller porter leur voix où est-ce que les décisions sont prises. Toi, c'est ça que tu avais fait, finalement? Non, moi, c'est un peu différent. OK. L'autre point, par rapport à des physiothérapeutes ailleurs dans le réseau, c'est qu'ailleurs au Canada, puis dans plusieurs autres pays, c'est qu'on nomme ce qu'on appelle des clinical scientists, qui sont des cliniciens qui ont une formation en recherche, puis qui vont avoir des postes dédiés dans le réseau de la santé pour mener des études en lien avec la pratique clinique de façon très, très, très proche. Là. Donc, ça existe beaucoup, relativement beaucoup dans le reste du Canada anglais, mais c'est pas des postes qu'on voit beaucoup au Québec, par exemple. T'sais. Fait que on en voit, il y en a eu de plus en plus, il y en a un petit peu plus dans le réseau de la santé anglophone, mais c'est quelque chose d'intéressant aussi là, qu'on commence à rattraper là, le temps perdu là-dessus ailleurs, ici au Québec par rapport au reste du monde, là, où on place des physiothérapeutes dans des rôles, c'est des rôles de recherche, mais il y a quand même une composante de gestion là-dedans parce qu'ils ont vraiment, c'est de la recherche, mais dans un contexte d'amélioration continue de la qualité des soins. Fait que, ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes. Historiquement, tu ne voyais pas nécessairement des physiothérapeutes là, tu commences à en voir. Puis pour répondre aussi à des problématiques de physio, mais des problématiques plus larges aussi, qui est le parcours de soins d'une clientèle X, dans lequel tu vas avoir une partie physio, mais tu vas avoir un aspect médical, etc. aussi. La recherche est aussi un vecteur. Tu me demandais, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui travaillent depuis 5-10 ans? Aller faire une maîtrise avec François. Mais est-ce que c'est un vecteur? Parce que moi, j'ai fait une maîtrise en recherche. Vous avez fait de la recherche. François, tu as le profil plus entrepreneurial typique qui n'a pas fait de recherche. Tu n'as pas fait de maîtrise en recherche, dans ce sens? Je n'ai pas fait de maîtrise tout court. Ah, c'est ça. Est-ce que de nos jours, il faut faire une maîtrise en recherche finalement pour avoir accès à ces postes-là? Y a-t-il des parcours qui sont différents? Je sais qu'il y a le DEPA qui existe aussi, qui est quand même un deuxième cycle. Troisième. Troisième cycle. Bon, mais j'ai fait l'erreur, tout le monde. Fait que vous savez, maintenant, c'est un troisième cycle. On a un programme de deuxième cycle qui est le micro-programme, puis on a un programme de troisième cycle qui est le départ. Moi, je suis une fille de l'Université Laval. J'ai pas été assez sensibilisée, je pense. C'est correct. Donc, Mais écoute, clairement, ce qui se passe dans le monde, c'est que quand on forme des gens à la maîtrise en recherche ou au doctorat en recherche, on les forme plus juste pour devenir des chercheurs. Okay. On les forme pour devenir... il y a des aspects de gestion, il y a des aspects de leadership, des aspects de communication qui sont... il y a des trucs transversales qu'on leur enseigne aussi à travers ça. Parce qu'on le fait très bien à l'heure actuelle, disons qu'on travaille là-dessus. Mais oui, je pense que dans certains cas, ça peut aider. Mais il y a d'autres portes que la recherche en physiothérapie. Là, je veux dire, les MBA, je veux dire, il y a les diplômes de gestion, des choses comme ça. Puis, ces gens-là, moi, je pense que il y a plusieurs options qui nous permettent là, de permettre, en termes d'enseignement puis de formation complémentaire, qui peuvent ouvrir des portes. C'est vrai que la recherche, c'est pas juste pour le milieu académique. Là, donc, c'est pas juste la maîtrise scientifique ou le doctorat qui va vous ouvrir des portes, mais c'est quand même une voie intéressante, même si vous voulez pas être chercheur plus tard, parce que, comme tu dis, la formation s'ajuste, puis les employeurs s'ajustent aussi. Puis ils voient un intérêt avec quelqu'un qui a un MSc ou un PhD à venir collaborer. Puis même au ministère de la Santé, la sous-ministre adjointe, elle voyait très bien une plus-value au niveau de la rigueur, du raisonnement critique, de l'efficacité, gestion de projet. C'est tous des éléments qui peuvent être mis de l'avant quand tu as fait de la recherche. C'est pas propre à l'académique. Donc là, ça prend plus de physio, si je comprends bien. Ça prend des physios qui ont fait un doctorat.
Donc, Pas tout, on a déjà une bonne moyenne. non, mais tu sais, mettons, ouais. le doc aux États-Unis depuis 2020 est obligatoire, là, ça l'était bien avant. Est-ce que ça serait un avantage au Canada, au Québec, tu sais, d'ajouter, 6 mois, 1 an, là, puis d'aller chercher des aspects différents que tout ce qui est très technique? On parlait de modalité, là, tantôt, là, François, puis tu disais, il y a 30 ans, mais en tout cas, moi, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai gradué, puis la formation était beaucoup comme ça aussi, là, en enseignement de techniques de traitement, de modalité, alors qu'on sait qu'en haut de ça, tout notre aspect diagnostic, le diagnostic différentiel et compagnie, est quelque chose de majeur pour la physio. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir plus de physio? Parce que, tu sais, les infirmières, j'ai dit 30 000 tantôt, mais c'est peut-être 50 000. Pourquoi est-ce que les physios, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas être 20 000? T'sais? Puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour être plus? Bien, il faut qu'il y ait moins de monde qui parte. Il faut que les milieux de formation forment plus de monde. Donc, et où tout ça, le diplôme, la quantité de finissants, les gens qui restent sur le marché du travail puis qui quittent pas, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? On me dit à l'oreille que c'est plus de 80 000 infirmières. Donc, s'il y en a du monde. Ça, c'est toi, tu parles d'un doctorat d'entrée de pratique. Oui, donc, ça, c'est une grosse question. Puis, il y a certaines professions qui tentent de faire le pas, comme les infirmières. Il y a déjà eu des discussions pour qu'il n'y ait plus de la formation au cégep, que ce soit juste universitaire. Il y a beaucoup de résistance. Même la médecine de famille, ils veulent rajouter 1 année sur la résidence de médecine de famille, puis ça va créer un tremblement de terre. Fait que, je ne sais pas si... c'est sûr que ça va être probablement une avenue dans le futur. À court terme, je ne pense pas que ça fait partie des solutions, étant donné l'instabilité majeure dans le système de santé. Puis, on peut encore faire beaucoup de gains avec notre formation actuelle, à mon avis. Donc... qu'est-ce que tu en penses? Bon, on est positionné de façon assez originale au Québec, là, parce qu'on est, nous, on offre une maîtrise professionnelle de 4 ans. Okay? Si tu compares, je n'ai pas de données probantes, là, puis le chercheur en moi va parler de discussions qu'il y a eu à l'international puis aux États-Unis. Là, mais si tu compares notre curriculum de 4 ans avec le DPT américain, là, il n'y a à peu près pas de différence. Okay? Le DPT américain, c'est du marketing. Là. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'aux États-Unis, je veux dire, les universités, la majorité des universités qui enseignent la physiothérapie sont des universités privées. Fait que c'est un truc qui est vraiment pour, ça se veut, pour bien paraître et tout ça. Je ne veux pas dire que leur formation n'est pas bonne, mais est-ce que c'est vraiment de niveau doctorat? Puis que c'est supérieur à la nôtre, je pense pas que c'est le cas. Si on parle de présence avec d'autres professionnels qui, eux, ont un doctorat, ça, par exemple, quand tu parles de marketing, cette apparence-là peut être importante. Quand on parle avec des pharmaciens, des dentistes, des médecins, des psychologues, qui ont tous des doctorats, finalement, des optométristes, comment est-ce que ce marketing-là pourrait avoir un avantage pour la physio? Est-ce que c'est un problème, d'ailleurs, là, quand ce niveau de formation-là? Bien, les gens vont voir des kinésithérapeutes ou des orthothérapeutes qui ont... pas nécessairement pour la population, mais plus pour en termes de lobbying puis leadership avec les autres instances. Bonne question. Je suis pas sûr que c'est si important que ça, moi, personnellement. Je veux dire, je suis pas sûr que c'est... on est niveau maîtrise, là. Fait que c'est déjà bien. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire reconnaître notre pertinence puis nos compétences. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui, du moins à court terme, qu'on doit poursuivre de façon, puis qu'on doit mettre des efforts pour créer ce fameux doctorat clinique-là. Est-ce que même ça pourrait... Moi, j'ai peur que ça pourrait nous éloigner des patients et de la population. D'être docteur, est-ce que ça ferait qu'on ferait moins d'intervention directe? Peut-être que c'est une bonne chose si les TFIS, les technologues ils occupent le plein champ. Le rôle des TFIS, c'est l'intervention directe. Eux aussi, il en manque. Les chiro sont docteurs, puis ils sont pas mal dans l'intervention directe. Si on parle d'attrition... C'est pas une comparaison. Par exemple, les... En tout cas. Ben, c'est un autre débat. Les chiro ont vraiment une vision professionnelle complètement différente. Oui, définitivement. J'en ai un exemple. C'est pas mauvais, c'est juste différent. On n'a pas assez de temps pour en parler. Mais en termes d'attrition, donc la valorisation pour les étudiants, de se dire, hey, je suis en train de faire un doctorat en physio, est-ce que là, ça pourrait pas avoir un impact? Parce que c'est quoi le pourcentage des étudiants qui rentrent en physio puis qui ne voulaient pas aller en physio puis qui voulaient aller dans d'autres choses? Bien, ça, c'est un enjeu, mais je veux dire, ça, c'est souvent parce que les règles universitaires permettent aux étudiants d'appliquer sur plusieurs programmes contingentés.
moi, je pense que là, il y a une partie du problème qu'on a avec l'attrition qu'on a dans nos programmes. Là, on part... on perd, dépendant des universités, là, je dirais que, je ne sais pas combien c'est rendu à Laval, là, mais ça doit être aux alentours, puis à l'Université de Montréal, on a 20 de nos étudiants là, qui quittent en cours de formation. C'est normal d'en avoir, là, mais on aimerait ça en avoir moins. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde plus vers nos conditions de pratique, plus que d'autres choses. Fait qu'on a un enjeu de salaire, par donner un exemple. Moi, je n'ai pas l'impression que si j'avais une maîtrise versus un doctorat, si mon salaire était similaire à mes collègues qui étaient dans des programmes aussi contingentés, ça dérangerait. Je pense que c'est quand tu regardes les personnes avec qui tu as fait tes études. Fait qu'on parle de dentistes, on parle d'infirmières même qui font des meilleurs salaires, bien, c'est sûr que tu te dis, pour avoir eu une quota aussi élevée, je trouve ça insultant à un moment donné que le salaire n'est pas suivi. Je pense que c'est ça que les gens, puis les conditions de pratique aussi, tu sais. Comment ça se fait que je vois encore plein de patients pour atteindre un objectif salarial qui fait du sens dans une clinique privée, alors que ma pratique peut être parfois redondante, là, puis que j'ai appris autre chose. Mais c'est que malheureusement, puis là, je vais faire l'avocat du diable, puis en fait, je suis tout à fait d'accord que tout le monde devrait faire plus, gagner plus. Moi, le premier, puis mes collègues, puis nous tous. Mais c'est une question d'offre et de demande en premier. S'il y a de la demande Mais pour... la demande est là maintenant. La demande est prête à payer combien pour voir un physio? Là, tantôt, tu parlais d'orthothérapeute, bon, on peut parler de pratiques alternatives, mais les gens, est-ce qu'on se différencie suffisamment bien dans la population pour que les gens acceptent de payer plus cher pour venir nous voir, nous? Et là, comment est-ce qu'on peut améliorer cette représentativité-là de la profession à l'œil de la personne qui a besoin de consulter pour faire en sorte qu'elle va être prête à payer le juste prix que nous, on juge pertinent? Parce que c'est pas nous qui décident combien on vaut, c'est les gens qui nous payent, c'est les gens qui viennent nous voir. C'est soit dans le système public ou dans le système privé. Les tiers payeurs. Les tiers payeurs sont influencés par la population. Si la population dit qu'il faut que je voie un physio, c'est pas vrai que je vais être sur une liste d'attente pendant il y a 18 000 personnes sur une liste d'attente pour voir un physio public. C'est important que je sois vu plus rapidement, puis que la personne est prête à payer 200 $ pour voir un physio dans le privé. Mais c'est sûr que ça crée des ajustements. Mais c'est une question d'offre et de demande, que ce soit dans le privé ou dans le public. C'est encore drôle parce que, moi, je les suis, là, les prix en physio, là, puis les prix ont tellement augmenté depuis la COVID. Là. Il y a comme c'est partout, Mélodie. Oui, c'est de partout, mais vraiment de manière importante. Puis la population n'a pas chigné. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une plus grande reconnaissance des besoins en physiothérapie, plus qu'on pense, puis que les gens sont prêts à payer pour des traitements de qualité. Je pense qu'on est vraiment dans une période que les gens commencent à comprendre que si je vais voir lui, ça va me prendre moins de traitement. Je vais vouloir aller le voir, je vais aller le voir moins longtemps. Je suis prête à payer plus, je veux juste que mon problème se règle puis retrouver ma qualité de vie. Moi, je pense qu'il faut tenir compte c'est quoi le modèle d'affaires qu'on a en physio privé. Là. On est passé, là, il y a 20, 25 ans, où on voyait les patients, puis il y a encore des cliniques qui font ça, là, 2, 3 fois, 4 fois par semaine. T'sais. Je pense qu'il faut tenir compte de ça. Je pense que la profession doit revoir la façon dont on traite les gens aussi. C'est pas vrai qu'on a toujours besoin d'être hands-on, puis on pourra avoir des grandes discussions sur le hands-on, hands-off, mais puis sur la spécificité de ce qu'on a besoin d'offrir à ces gens-là en termes d'exercice, de traitement. Puis si moi je charge plus cher initialement pour une consultation, mais puis les données probantes vont vers ça. Je veux dire, c'est pas vrai que j'ai besoin de voir un patient si souvent que ça pour qu'il s'améliore à partir du moment où il a été bien pris en charge initialement, que je lui ai donné un bon programme d'exercice. Je veux dire, il va pouvoir évoluer avec ça, puis je vais le revoir. Fait que, c'est ça qu'il faut... Il faut voir l'ensemble des coûts associés avec une prise en charge pour un problème, parlons un problème musculo-squelettique. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a ça. Tu sais, des enjeux. Tu sais, là, on dit qu'il manque des physios partout puis que les patients attendent dans le privé. Bien, tu sais, je pense qu'il y a un petit reality check à faire avec les cliniques privées pour dire, bien, écoute, tu sais, là, des discours comme, tu sais, des propriétaires de cliniques qui disent à leurs jeunes finissants, bien, là, ces patients-là, tu le vois pas assez souvent, là, tu sais, on l'entend encore, ce discours-là.
à quel point Ça c'est devrait être fréquent, banni. mais je sais très bien, des jeunes C'est physiothérapeutes un m'ont enjeu dit ça, tu sais. Ouais, mais tantôt, on parlait de manque peut-être de connaissances en gestion, puis dans d'autres choses que tout ce qui est modalité technique, c'est important que dans le diplôme, il y ait ça parce que les futurs propriétaires de ces cliniques-là doivent avoir une compréhension du marché, tu sais, de la demande, du besoin des patients, de la demande, puis de comment est-ce qu'on gère du monde aussi. Là. Ça, c'est un enjeu majeur, la pertinence des soins, là, parce qu'on a bien beau développer des pratiques avancées, très avancées, il faut quand même rehausser aussi tout l'ensemble de la pratique, puis ça se fait là, au fil du temps. Là. On a vraiment, je suis très fier de notre profession, mais il y a encore des pratiques comme ça qu'on peut bonifier, puis ça va aider à répondre à la pénurie qui nous empêche de développer des champs de compétences ou des pratiques avancées. Donc, il ne faut pas oublier ce créneau-là quand même, de rehausser le standard de soins, la pertinence des soins qu'on offre. Là. Puis ça veut pas dire, tu sais, je ne suis pas contre les approches manuelles. Là. Tu sais, des fois, il y a des patients qui en ont besoin. Mais moi, je pense qu'on en fait trop de façon générale. Là, Mais c'est qu'il y a la différence entre les patients qui en ont besoin puis les patients qui en veulent. Ouais, mais... Et là, dans le fond, on peut pas du jour au lendemain décider qu'on coupe des trucs qui sont des Mais besoins de la on population. oublie- Parce Ça qu'on- s'explique, ça. Ben, c'est parce qu'on se retire. Il y a oui, ça, mais on faut- oublie aussi qu'il y a des technologues en physiothérapie, tu sais, dans le sens... Moi, c'est là que... Il y en a des gens qui ont besoin d'être suivis 3 fois semaine. Il y en a des gens qui ont besoin d'être pris par la main. Est-ce que la personne qui prend par la main ce thérapeute-là, ça doit être quelqu'un, justement, qui a fait une maîtrise en recherche, qui a fait telle affaire, qui a un intérêt pour la littérature scientifique, qui veut faire autre chose qu'un technologue en physiothérapie qui a à cœur, dans ses études, de passer du temps avec le patient. Tu sais, moi, c'est là que c'est correct de voir des gens qui ont besoin ou qui le souhaitent plus souvent. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un deuxième cycle qui devrait voir un patient 3 fois semaine? Est-ce que c'est la meilleure utilisation de tes compétences? J'ai des doutes, tu sais. Il faudrait demander aux physios, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que si on leur demande, on va certainement avoir la réponse. Quand on leur demande s'ils veulent voir moins de patients ou faire juste d'évaluation, bien souvent les physios veulent aussi voir des patients qui ont été formés, entre autres, pour ça. Mais Donc, mais il faut c'est faire une minorité, attention, parce c'est une minorité professionnelle. on parle d'un cursus de soins. Ça ne veut pas dire que tu vas faire énormément plus. Mettons que tu fais de la physiothérapie 3 fois semaine, qui est comme le rêve de pas mal de physiothérapeutes, je pense. Ben oui, tu vas faire moins d'évaluations. Tu vas en faire des évaluations, mais tu vas avoir aussi un cursus de soins. Tu vas l'évaluer, tu vas le revoir dans 1 mois, cette personne-là, ou entre-temps, elle va être vue avec un technologue en physiothérapie. Puis, tu vas faire des suivis, tu vas peut-être prendre en charge, tu vas le recommander, tu vas l'aider à se prendre en charge dans le système de santé publique. Il y a plein de choses que tu peux faire autre qui est de rencontrer toujours des nouvelles personnes. T'sais. C'est sûr, la réponse à ta question, c'est sûr qu'il faut utiliser davantage le champ de pratique des technologues en physiothérapie. Ça, c'est clair. Mais moi, ça m'amène à une autre question que j'ai eue tantôt, là, quand on parle des postes de pratique avancée, des physiothérapeutes. Ouais. Puis tu avais mentionné un peu améliorer les conditions de pratique, la reconnaissance de ces postes-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire comme les infirmières praticiennes spécialisées puis qu'on va créer une nouvelle catégorie de postes avec une nouvelle échelle salariale, une nouvelle responsabilité, ou on reste dans la zone physiothérapeute? Ça, c'est un enjeu quand même majeur à savoir est-ce que c'est réaliste ou pas. Bien, oui, il faut Pose une question à la place de qu'on vous. se questionne là-dessus. Oui, correct. Mais en même temps, si tu vois ailleurs dans le monde, c'est ça qui a été fait. On a créé un nouveau standard où il y a des physiothérapeutes qui s'appellent des physiothérapeutes en pratique avancée. Puis ils ont des rôles, puis ils ont des responsabilités supplémentaires, puis ils ont des conditions salariales qui sont différentes. Mais ces physiothérapeutes-là, là, il y a un point important. Ces physiothérapeutes-là, ils ne sont pas nécessairement dans leur rôle de pratique avancée 5 jours semaine. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est que là, on voit dans certains, que ce soit UK, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des physiothérapeutes qui travaillent comme physiothérapeutes avancés avec les bénéfices et les responsabilités qui viennent 2 jours semaine, 3 jours semaine. Le reste du temps, ils travaillent dans un rôle traditionnel. Fait que, moi, je pense qu'il y a des façons de faire. Puis, je parlais avec des gestionnaires qui sont en train de créer des postes, même si on ne peut pas dire officiellement que c'est un titre qui existe au Québec, la pratique avancée. Mais, il était là. Je dis, moi, je pense que vous avez quelque chose de très attractif pour amener des gens vers le réseau de la santé, des physios vers le réseau de la santé. Vous leur offrez un poste en urgence, en pratique avancée, 2-3 jours semaine, puis le reste du temps, vous leur donnez des responsabilités
responsabilités qui sont plus traditionnelles. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui aurait le goût de faire ça à ce moment-là. Je veux dire, même chose pour les GMF ou des choses comme ça. Moi, je pense que ça devient très intéressant. Ça répond aux problématiques de ne pas juste faire des évaluations. Ben oui, définitivement. Mais là, dans le fond, c'est que si on demande, puis évidemment, là, je sais qu'on est au début, balbutiement d'établir cette formation-là pour avoir un nombre qui va augmenter de physio qui vont. Mais là, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui pourrait se dire, je vais peut-être aller faire ce diplôme-là. Est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps et de l'argent sur un diplôme supplémentaire pour aller faire ça 2 jours semaine? Oh, la question qui tue. Non, c'est super facile à répondre. Oui. Avant de répondre à la question qui tue, soyons clairs, là. Les pratiques avancées, là, c'est en émergence. Puis quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà travaillé avec ces clientèles-là, qui a déjà travaillé avec les autres professionnels de la santé dans ce modèle de soins-là, qui a déjà travaillé avec les orthopédistes, avec les neurochirurgiens, puis il peut avoir acquis les compétences pour prendre ces rôles de pratique avancée. Là. Moi, mon message, là, je veux dire, oui, moi, je suis prof à l'Université de Montréal, puis je suis directeur des 2 programmes de pratique avancée. Mais moi, que j'aille 8 étudiants ou j'en ai 25 dans le programme, mon salaire est pareil. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, je pense que notre programme, c'est un programme qui est bon, puis qui forme de façon systématique les physiothérapeutes dans ces nouveaux rôles-là plus autonomes de pratique avancée. Mais mon message à l'heure actuelle, c'est que je veux dire, nous, on standardise ce que les gens ont besoin. T'sais, on leur donne une formation, puis on donne une formation qui est originale dans le sens où on leur donne des compétences pour le GMF, pour l'urgence et pour la médecine spécialisée, que ce soit la physiatrie, l'orthopédie, la rhumatologie. Est-ce qu'il y a d'autres physiothérapeutes à l'heure actuelle qui sont capables de prendre des rôles de pratique avancée parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont 20 ans d'expérience, puis ils ont toujours travaillé proche avec les orthopédistes? La réponse, c'est oui. Fait que c'est pas vrai que, je veux dire, à l'heure actuelle, tous les postes de pratique avancée qui vont être développés au Québec, ils doivent passer par nos programmes ici à l'Université de Montréal. Nous, on l'offre les programmes, on est probablement un peu en avance à ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. On a formalisé la formation qu'on pense qui est nécessaire pour les physiothérapeutes en pratique avancée, alors qu'on n'a pas officiellement statué sur le titre de pratique avancée au Québec, puis tous ces modèles-là sont encore en émergence au Québec. Ailleurs que dans le monde, la façon dont ça s'est fait, c'est que les physiothérapeutes qui ont appris sur le tas là, ces rôles-là, puis après ça, en Australie, au UK, en Irlande, on a créé des programmes, on a officialisé le titre de pratique avancée. Fait qu'on est un petit peu différent dans cette approche-là. Ça crée des programmes qui permettent de regrouper des jeunes leaders, là, des moins jeunes, mais pour avoir enseigné dans tes cohortes, là, c'est des gens là, passionnés par la physiothérapie, puis qui vont être des acteurs de changement dans leur milieu. Puis là, ils vont chercher des outils. Il y a sûrement d'autres options aussi, mais c'en est une intéressante parce que ça les permet de se regrouper puis de voir qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a un mouvement, puis il y a des ressources, puis ça leur donne un certain cadre. Mais après ça, ils peuvent vraiment être acteurs de changement. Puis ça va faire des petits à l'échelle de la province, souhaitons-le. On approche de la fin. Puis, il y a un sujet que je voulais qu'on aborde, puis juste s'assurer qu'on l'aborde aujourd'hui, c'est justement les changements qu'on peut avoir au niveau plus systématique. Fait que je sais, Simon, que tu es nouvellement impliqué en santé durable. Je pense que c'est une autre solution. On a parlé de la pratique avancée, on a parlé de plus de leaders. On sait que notre système de santé est malade en ce moment, puis même s'il va y avoir plus de leaders, même s'il va y avoir plus de physio, il y a un enjeu en ce moment autre. Puis la santé durable souhaite résoudre en partie ce problème-là. L'analogie que je fais, puis je suis sûr qu'il y a des cliniciens qui vont se reconnaître, t'as beau traiter la douleur, la dysfonction, mais tu sais que le patient ou la patiente retourne dans son milieu de travail ou chez lui, chez elle, puis va se reblesser, va redévelopper la douleur, va redévelopper des mécanismes, des mauvaises postures. Donc, il y a des éléments qu'on peut vraiment performer en clinique, mais si on n'adresse pas les enjeux, les déterminants sociaux de la santé, bien là, l'impact est minime. L'impact du système de santé sur la santé, il faut le reconnaître, il faut être humble là-dedans. On ne pourra pas avoir un impact majeur sur la santé des Québécois si on n'a pas aussi des actions qui sont tout autour du système de santé. Puis c'est ça un petit peu la philosophie de la santé durable de notre centre. Puis ça, on le voit en physiothérapie, des gens qui s'investissent en prévention, en promotion, des gens qui font des vidéos pour la correction du vélo, puis de la posture au vélo, la biomécanique. Donc, des gens qui ne sont pas nécessairement malades, blessés, mais qui ne veulent pas le devenir, bien, ils ont de plus en plus des ressources faites par des professionnels qui ont une expertise en musculo-squelettique dans ce cas-ci. Ça peut être vrai dans d'autres sphères cardiovasculaires, etc.
Donc, l'aspect prévention, promotion, de travailler avec les infirmières, les kinésiologues. Ça aussi, c'est peut-être pas des postes de pratique avancée, mais c'est certainement des pratiques alternatives ou complémentaires à ce qu'on voit beaucoup comme cliniciens, qui sont très importantes, à mon avis. Puis l'impact et la santé durable, je pense qu'on adresse autre chose. On adresse aussi l'environnement, on adresse aussi la les santé déterminants sociaux de la santé. exact. Donc, c'est effectivement socio-économique, les milieux de vie, les milieux de travail, la santé mentale, évidemment, les habitudes de vie. C'est sûr, c'est majeur, ça. Tout le monde le sait, mais juste de se le faire répéter quelques fois par des professionnels en qui tu as confiance, comme les physiothérapeutes ou technologues en physiothérapie, juste de surajouter cet élément-là avec vos patients, ça peut avoir un impact sur les changements de comportement. On peut être un vecteur de changement des habitudes de vie, même si ce n'est pas notre rôle premier auprès de tous nos patients. Là. Mais dans un contexte musculo-squelettique, c'est quelque chose de majeur. Je pense qu'il faut vraiment que la profession évolue vers ça. Là, on doit adresser les habitudes de vie de nos patients en musculo-squelettique. On le sait que c'est super important. Puis ça se fait pas juste en disant, bien écoutez, là, il faudrait que vous arrêtiez de fumer. Il faudrait que vous arrêtiez de prendre votre char aussi souvent que ça. Il y a des techniques qu'on peut enseigner aux physiothérapeutes, à des approches collaboratives, entretien motivationnel. On ne parlait jamais de ça en physiothérapie, entretien motivationnel, il y a 20 ans. Là. Maintenant, je veux dire, à l'Université de Montréal, on leur donne, puis ailleurs aussi, là, je ne veux pas faire la promotion de l'Université de Montréal, on donne des techniques d'entrevue à nos patients, à nos physiothérapeutes, à nos étudiants en entretien motivationnel parce qu'on veut favoriser des changements durables dans leurs habitudes de vie. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense qu'il y a c'est un point majeur sur la façon dont on doit intervenir avec nos patients-là. Puis c'est un endroit où la profession doit vraiment pousser plus fort qu'avant, alors que les données probantes sont claires là, sur qu'on doit intervenir sur différents aspects qui ne sont pas juste spécifiques là, avec le biomécanique. Là, je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. C'est un bon exemple de multidisciplinaire ou même interdisciplinaire. Donc ça, c'est la force aussi de la santé durable. Donc ça, c'est un exemple où est-ce que des concepts en psychologie sont appliqués à la physiothérapie, puis ça peut avoir des impacts majeurs. Est-ce que la personne va faire ses exercices? Est-ce qu'elle va corriger sa posture? Est-ce qu'elle va adopter des bonnes habitudes de vie? Bien, la force d'une vision globale de la santé, qu'on appelle santé durable ou santé globale, peu importe, si je pense que la physio est bien placée pour s'inscrire dans cette vision-là interdisciplinaire de la santé, puis de travailler avec ses collègues autres professionnels, et même dans d'autres disciplines, ce n'est pas des professions de la santé, biotechnologie, etc., pour pouvoir avoir un impact plus large sur la santé de la population. Parce qu'on est le parfait pont, j'imagine, entre la prévention. Donc, on parle de kinésiologue, il est le meilleur. Pour moi, un des meilleurs exemples en prévention. Puis, le système médical, le physiothérapeute est bien à l'aise d'aller en prévention, de retourner dans le milieu médical et de faire ce pont-là de manière efficace. Fait que, est-ce qu'on serait la profession clé, tu dirais, pour la santé durable? Ou... Bien, je pense pas qu'il faut voir une profession clé là-dedans. Il faut voir plusieurs professions qui travaillent ensemble. Donc, c'est comme un groupe clé. Bonne réponse. J'ai essayé. Non, mais, tu sais, un des problèmes qu'on a, c'est la sédentarité de nos gens, là, qui n'aiment pas le problème. Moi, je suis prêt à dire qu'on est peut-être une des professions clés. Puis, juste pour terminer, tu sais, oui, il faut travailler en interdisciplinarité, puis tout ça, puis c'est bien correct, là. Mais en même temps, là, il faut penser là, dans un contexte de première ligne de soins. Là. Il ne faut pas qu'il y ait systématiquement 18 intervenants qui viennent dans un dossier pour une problématique relativement simple. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'on outille les physiothérapeutes pour qu'ils soient capables d'avoir des approches cognitivo-comportementales, d'entretien motivationnel, en partie. Puis là, il y a peut-être d'autres professionnels de la santé qui vont me dire que j'empiète sur leur champ de pratique. Mais tu sais, il faut réaliser, il y a une efficience. Il y a un décloisonnement. Oui, tout à fait, c'est ça. Fait que, tu sais, il touche d'autres choses. Il y a une relation patient-thérapeute dans ce cas-là. Parce que la relation patient avec, tu dis, 18 personnes, ça rend ça pas mal plus complexe, ça coûte plus cher. C'est plus difficile de stimuler du changement chez quelqu'un quand il y a autant de personnes qui peuvent dire des choses qui peuvent être un peu différentes. Puis définitivement... Puis il y a des données claires dans la littérature. Là. On le sait que
par exemple, pour les problèmes musculo-squelettiques, là, souvent, le message n'est pas clair dans la tête des patients. Il y a un aspect catastrophisation. La résonance est revenue avec le médecin de famille. Il y a une rupture, je sais pas, il y a une hernie discale, blablabla. Puis, il faut réaliser que le physiothérapeute, s'il est un intervenant pivot, mais il est capable de mieux contrôler le message. Puis, pas juste le physiothérapeute, mais quand on a moins d'intervenants dans un dossier, on est capable d'avoir un message plus clair. Puis c'est démontré dans la littérature que ça, c'est un enjeu avec l'interdisciplinarité. Il faut qu'on aille, avec les douleurs, avec les patients avec les douleurs chroniques, là, vous le savez très bien, là, je veux dire, leurs pensées sont complètement déconstruites, puis ils se sont fait dire toutes sortes d'affaires. Puis là, quand tu essayes, après des années, de régler ça, c'est extrêmement difficile. Alors que si, initialement, je veux dire, il y avait eu un parcours de soins efficace, efficient et plus simple, on serait probablement arrivé à quelque chose. On aurait probablement évité bien des souffrances à ces gens-là. S'il y a d'autres professionnels qui pensent qu'on rentre dans leur champ à ce moment-là, peut-être juste revenir à la raison de consultation de la personne. Exactement. La personne, ça consulte pour une douleur physique, bien, c'est pas compliqué. Là, on n'est pas dans le champ du psychologue. Si on adresse la psychologie du patient avec une douleur physique à ce moment-là. C'est aussi que moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que tantôt on parlait de faire un deuxième cycle en recherche. On parlait de faire le DEPA, qui est un doctorat. On parlait de plein de choses. Diplôme professionnel. Diplôme de professionnel. Je vais finir par l'avoir. De troisième cycle. De troisième cycle. Bon, je vais l'avoir. Mais tout ça pour dire que au final, malgré toute la pratique avancée qu'on peut faire, toutes les recherches qu'on peut faire, il y a aussi la santé durable que les technologues en physiothérapie peuvent avoir un impact. Bien sûr. Le lendemain. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tous, peu importe le cheminement d'études que tu as fait. Ouais. C'est clair. On a écrit un livre blanc, Kadja Perrault, j'étais co-auteur. Pour nous, c'est le constat de plusieurs acteurs dans le réseau. Là. Il faut que les TFIS soient plus utilisés dans le réseau de la santé. Ils sont là, puis on devrait plus les utiliser et mieux les utiliser. Puis moi, je pense qu'il faut qu'on upgrade la formation des TFIS pour leur donner un petit peu, pour leur donner plus d'autonomie. Fait que, pas juste un petit peu, il faut leur donner plus d'autonomie pour prendre en charge. Est-ce qu'il y a des enjeux associés à ça? C'est ce qu'elles désirent, d'ailleurs. On les a rencontrés. Oui, bien sûr. Mais quand ils sont rendus à contourner les lois pour essayer de faire la pratique qu'ils devraient faire. Mais il y a toutes sortes de problèmes. Là, je veux dire, si tu regardes le 94e, oui, il a été réformé. J'ai participé à cette réforme-là, mais ce qui a été updaté demande encore du travail. Je veux dire, il y a des catégories qui sont des catégories fourre-tout. Puis, je suis pas... Les TFIS ne peuvent pas prendre en charge n'importe quoi. C'est pas vrai qu'ils sont bons pour prendre tout. Ils n'ont pas la même formation que les physiothérapeutes. Il y a des physiothérapeutes qui doivent prendre en charge certains cas. Mais il y a certains cas qu'on pourrait clairement... où le TFIS peut avoir plus d'autonomie pour la prise en charge de celle-là. Encore une fois, l'interdisciplinarité, dans certains cas, c'est une bonne chose, mais c'est pas un truc magique non plus. Là. Des fois, il y a des délais, il y a toutes sortes d'affaires. Fait qu'il faut réfléchir à ça. Puis, on est souvent... je veux dire, il y a beaucoup de physiothérapeutes qui sont très frileux par rapport à ça. Je pense que ça change, là. Mais si nous autres, on pousse pour avoir plus de choses auprès des médecins, là, c'est bien normal que nous autres, on se fasse pousser un peu. Puis, les pratiques évoluent, la formation évolue, nos connaissances évoluent, on ne traite pas de la même façon. Puis, en tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment... Il faut être confiant. Oui. C'est quoi le Mélodie? Je pense qu'on a un mot de la fin. Là. Alors, je pense qu'on pourrait demander à François et Simon de... Comment est-ce qu'on peut conclure? Quelque chose de plus... Chacun dans... Si on parle de pratique avancée, si on parle d'étendue de notre champ de pratique, quelque chose d'inspirant peut-être là, pour la profession et les professionnels? Je sais Vos pas auditeurs? Je sais pas si on peut dire qu'on est la profession clé parce que ça prend tout le monde, mais on est les meilleurs. Parce que honnêtement, il y a un gros momentum. On dirait un synonyme. Non, mais quand tu regardes les sommets de l'Occupé, la recherche que vous faites de votre côté, les podcasts comme ça, c'est vraiment nouveau. Il y a un momentum. Puis je suis vraiment content, je suis fier dans notre profession qu'on puisse faire partie des solutions pour le système de santé. Moi, tu as raison. Hein. Je pense pas qu'on n'a jamais vu une effervescence aussi importante dans la profession. Il y a du monde qui disent que ça avance pas assez vite, mais sur certains dossiers, ça avance à vitesse grand V. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des enjeux?
il y a des growing pains, tu sais, je veux dire, tout n'est pas parfait, mais ultimement, là, si on regarde comment la profession évolue, tu sais, de par, tu sais, sa notoriété, tu sais, les données probantes qui supportent ce qu'on fait, tu sais, c'est très, très, très positif, moi, je trouve, là, tu sais, je veux dire... oui, il y a des enjeux, tu sais, les ressources humaines, etc., mais tu sais, en même temps, ça va. La profession évolue, tu sais, de façon, de belle façon, tu sais, puis, tu sais, si on se compare à d'autres pays, là, si on regarde aux États-Unis, il n'y a pas l'effervescence qu'on voit au Québec ou au Canada sur la profession par rapport aux États-Unis, par exemple. Même au contraire. Là, c'est ça. Des visions très négatives. Là. C'est une bonne chose que les gens disent que ça avance pas assez vite. Ça veut dire qu'il y a assez de monde qui veulent que ça avance. S'il y avait personne qui disait que ça avançait pas assez vite, il y aurait beaucoup de gens qui seraient passifs dans leur réalité. Donc, il y a une ouverture au changement. Oui, exactement. Définitivement. Je pense qu'on peut remercier Merci François et Simon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Discussion intéressante et importante pour l'avenir de notre profession, puis la diversité de la pratique qu'on peut avoir en physio. Alors, en physio, c'est important qu'on fasse plein de choses, puis qu'on traîne notre physio avec nous aussi, là. On ne démissionne jamais de la physiothérapie, même si on est dans un élargissement de la profession. C'est pas parce qu'on fait plus de clinique, comme dans le cas de Simon. François, clinicien à temps partiel, mais c'est autre chose, mais c'est des choses que... C'est ça. Si on emmène la physio avec nous, elle va évoluer plus vite, peu importe où on est rendu dans notre parcours. Définitivement. Merci. Merci. Merci à vous. Hey, merci à vous. Merci. Merci pour votre écoute. Donc, il nous reste 2 podcasts à suivre et on aimerait vous inviter à choisir ou nous écrire, soit sur Instagram, sur Facebook ou peu importe, les sujets qui vous tiennent le plus à cœur et peut-être des invités que vous aimeriez entendre parler. Sinon, pour nous suivre... Physio Frankie. Mélo Meilleur sur Instagram, sinon Mélodie Meilleur sur Facebook. Un peu partout. Hein. Je pense qu'on est assez facile à rejoindre. Ouais. On attend vos commentaires. Oui. Puis on remercie nos invités d'aujourd'hui. Merci encore. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et Médicaltronic.